Donner un numéro de téléphone portable, le numéro de téléphone, hein, sans savoir qui ou qu'est-ce, comment, machin, le téléphone est compromis. Ce que j'explique souvent, le problème d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et en fait, c'est un problème. Tu te sens de moins en moins libre. Les gens le savent bien, mais ils veulent pas vraiment en sortir. Leur dire, vous êtes libre, les gens, en fait, ils le veulent pas. Ils font des manifs dans les rues et tout ça, mais en fait, ils sont contents avec le chômage, avec le truc, les machins, et il y a un prix à payer pour ça. C'est ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, on n'a pas envie de sortir de notre prison. C'est comme la dette, quoi. C'est une drogue et on est tous contre, hein. On est bien d'accord. Hein. François-Xavier Thorens, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Bonjour Richard, très content de revenir. Ah oui, ça faisait un moment du coup, là on se recroise à Paris. Exactement, ouais. Donc un plaisir. Et du coup, tu as terminé un épisode, puisque tu étais le fondateur, créateur, génie créatif de Arc. Et ça c'est derrière, c'est fini, exactement, tu n'y es plus depuis un moment, depuis combien de temps ? Depuis juin 2021. Voilà. Et du coup, 2 ans plus tard, presque, tu reviens avec un nouveau projet. Donc on va parler, tu vas nous expliquer rapidement ce que c'est que ce nouveau projet. Et puis surtout, après, on va parler de tout ce qui est connexe à ça. C'est la Decentralized Identification, donc la DID, comme on dit. Comment on fait pour prouver son identité sans montrer ses papiers ? Et en fait, tout ça est connexe. Alors pour comprendre comment se situe ton expertise là-dedans, que fais-tu ? Alors, aujourd'hui, c'est quoi le nouveau projet C'est un projet très ambitieux. Je crois que c'est vraiment le projet le plus ambitieux que j'ai lancé. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose donc qui dérive en fait du monde de la crypto-monnaie. Donc c'est les technologies, etc. C'est un projet que je voulais lancer chez Arc et puis finalement ça s'est pas fait. Et d'ailleurs ça m'a permis de vraiment me lancer dessus parce que voilà, chez Arc c'était devenu l'administratif, beaucoup de choses, donc voilà. Patron de grosse boîte quoi. Donc, ouais voilà, oui, donc c'est un autre sport que du développement, faut dire les choses. Et puis donc voilà, et puis cette idée d'identité numérique, c'était un peu la logique, on en parle beaucoup déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. En gros, plutôt que d'échanger des jetons qui ont une valeur ou pas, j'en sais rien, mais comment en fait identifier les gens de bout en bout de façon cryptographique sans passer par un tiers. Puisqu'on arrive avec de l'argent, pourquoi pas le faire aussi avec l'identité. Et donc ça c'est un très gros champ, il y a vraiment des milliers de projets, donc je suis presque le millionième projet dans le domaine. Il y a de la concurrence quoi, dans les idées. Voilà, il y a des projets comme MyDID en France, il y a Anima aussi de Florian Le Goff qui travaille aussi sur ces problématiques-là. La différence c'est que en gros j'ai quand même fait une rencontre avec la personne qui est devenue mon associé, Jean, lui qui est un industriel. Et quand j'ai commencé à parler de mon projet, juste après, je suis parti de Arc, lui, il a une approche vraiment très pragmatique. Il me dit, mais comment j'utilise ? Moi, dans ma boîte, j'étais à la tête d'une boîte de 2300 personnes. J'ai des problèmes de sécurité pour savoir est-ce que c'est bien les employés qui y sont. On voit bien que en plus les entreprises, les hôpitaux, enfin tout ça, on ne sait plus qui rentre dedans dans les systèmes de formation. Tout fondamentalement, ça, le problème, c'est t'es patron d'une boîte, tu veux savoir si les gars qui sont derrière les ordinateurs sont bien les gens qui devraient y être ou alors. Et la sécurité globalement, elle repose sur Martine qui est à l'entrée et qui dit salut Jean et qui est censé filtrer qui rentre pas souvent quoi. Ça oui, alors ça c'est la sécurité physique et puis la sécurité informatique c'est dès que c'est un mot de passe. Un mot de passe, donc un mot de passe c'est vite fait. Alors que tout le monde se prête quand on est embêté pour une raison ou pour une autre. Et puis alors la grosse problématique c'est que maintenant on essaye dans les entreprises d'améliorer la sécurité, donc on va dire attention, changez votre mot de passe tous les 90 jours, attention ce mot de passe il est un peu trop simple, alors les gens ils prennent le post-it et puis ils écrivent un truc, voilà. Jean 32 c'est un peu léger. Et puis nous on le voit aussi parce qu'on est allé voir les entreprises assez rapidement, le 2FA ça marche pas. J'ai discuté avec un directeur commercial de Orange Cybersécurité. Lui il dit écoutez, même gratuitement le 2FA on n'en veut pas parce que en fait c'est une couche de complexité supplémentaire pour faire adopter dans l'entreprise et ça devient une catastrophe. Vous avez des gens qui du coup avec un 2FA etc sont donc perdus. Le 2FA c'est je reçois un SMS sur mon téléphone, je mets le numéro 2FA, ou une application authenticator ou des choses comme ça. Et en fait ils se retrouvent avec des gens qui une chute de la productivité, enfin tout un tas de trucs. Donc en fait l'idée aujourd'hui de la sécurité c'est de plus en plus difficile, plus complexe.
pour que ça soit plus complexe pour les pirates, mais aussi pour les personnes. Donc, et alors, pour mettre une petite couche de paranoïa en plus, j'ai appris il y a pas longtemps avec Charles Guillemet, donc qui est le génie du mal du hacking chez Ledger, le chef du donjon, et dont le rôle est de vous faire peur, en fait, de vous empêcher de dormir. De se faire peur surtout. Voilà. Et il disait, vous donnez un numéro de téléphone portable, le numéro de téléphone, sans savoir qui ou qu'est-ce, comment, machin, le téléphone est compromis. Ouais. Si je connais ton numéro de téléphone et que je dispose de Pegasus, en gros, un logiciel malveillant fait par les Israéliens, je crois, et ben à ce moment-là, le téléphone, c'est le mien, quoi. Exactement. Donc les 2FA, les machins, les trucs, si c'est des attaques ciblées, walou. C'est vrai, exactement. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est encore plus facile aux États-Unis parce qu'il y a même carrément le SIM swapping, donc il n'y a même pas besoin de Pegasus. Oui, tu peux. Alors SIM swapping, avec les SMS, on reçoit un SMS avec les 4 numéros, t'appelles ton opérateur, tu dis j'ai perdu ma carte SIM, et il te renvoie le machin, et du coup le SMS arrive sur toi. Et exactement. Et t'as récupéré. Donc du coup, tout ce qui est de FA via SMS, c'est mort. Du coup, ne mettez pas de hot wallet sur votre téléphone, plus de 10 balles ou 20 balles, si vous êtes prêt à perdre, quoi. En sécurité, c'est toujours un compromis, hein, usage, facilité d'usage. Hein. On peut pas non plus avoir tout sur la clé Ledger pour payer chez la boulangère qui va bientôt accepter le Bitcoin. Ça m'a pas marché. Mais par contre, voilà. Ça m'a rendu dingue de savoir qu'avec mon numéro de téléphone, il était vidable, quoi. Je mets de l'argent sur mon Pegasus, téléphone. C'est un peu plus complexe de fait, parce qu'en Europe, il n'y a pas le SIM swapping, ça n'existe pas, parce que c'est pas câblé pareil les fournisseurs de numéros de téléphone. Mais il est possible, mais c'est plus difficile. Mais oui, c'est vrai que Pegasus a trouvé le moyen, en fait, en gros, dans le protocole justement d'établissement et de lien de la carte SIM, de pouvoir, en fait, en gros, détourner ton numéro de téléphone comme ils veulent. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens sur Twitter ou sur YouTube qui me disent « Mais pourquoi tu dis toujours votre clé Ledger alors que des clés, il en existe plein, on peut les monter soi-même, etc. » Franchement, alors toi, voilà, parce que quand je reçois Charles ou Nicolas, on me dit « Ouais, mais les mecs, ils sont chez Ledger, il y en a un qui l'a conçu et l'autre qui le mange avec... donc voilà. » Toi, tu n'as jamais travaillé chez Ledger. Non, pas du tout. Tu n'as pas d'action, enfin, non, j'ai pas sensiblement. Non. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer en quoi une ledger, c'est pas toutes les autres trucs, quoi? Parce qu'on peut presque les mettre dans le même panier, quoi. Alors, c'est comme tout, ça dépend du modèle de sécurité. Si on veut se préserver contre l'attaque physique, en gros, on a la capacité d'être en contact physique avec ta clé, la voler, de la prendre pendant un moment, la subtiliser, puis de te la rendre pendant que tu es à l'hôtel, etc. Ledger est quand même le haut de gamme. Ça, mais c'est un cran au-dessus ou c'est un immeuble au-dessus? En revanche, si on est dans le modèle de sécurité qui est quand même assez classique, mine de rien, qui est le pirate, éventuellement il accède à mon téléphone d'une façon ou d'une autre, mais il n'est pas là physiquement, ou alors il accède à mon ordinateur parce qu'il a installé un virus, etc. L'attaque via l'interface, il est relativement protégé pour les solutions comme Trezor. Donc il y a eu des problèmes déjà dans le truc. Donc les autres solutions, si c'est des attaques sur Internet, ça joue, ça va bien. Voilà, exactement. Par contre, dès l'instant qu'on peut prendre la clé et la torturer... Et là... Ah oui, là, oui, Trezor, ça vaut rien, ça c'est clair. Et puis je parle pas des machins qu'on monte à la maison, quoi. Oui, alors monter à la maison... c'est pas recommandé de faire tout ça soi-même. Après les call cards, c'est quand même pas mal aussi, c'est vrai que... Voilà, les call cards. Les call cards. Non, le niveau de call card aussi, c'est pas mal aussi. Je connais moins le niveau, mais de fait, moi, je mettrais moins ma main brûlée sur la sécurité de la call card en termes physiques que les Ledger. Donc voilà, maintenant qu'on a posé ça, en disant, même les devices physiques, il faut aussi les sécuriser, quoi. En gros, ça suffit pas d'avoir un élément de sécurité. Et qu'on a dit que le téléphone n'était pas sécurisé non plus, parce que avec le numéro de téléphone, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu important, enfin, on veut cibler, quoi. La DGSE vous regarde, ou les Russes, ou j'en sais rien, enfin, voilà. Ou si vous êtes marié, ou que vous connaissez quelqu'un qui, voilà, ça peut... Vous n'avez pas besoin d'être connu pour qu'on s'intéresse à vous, parce que vous pouvez toucher. La femme de ménage de Macron, elle intéresse beaucoup de gens. Voilà. Ça, je suis parce que son téléphone... oui, exactement. Ouais. Il faut penser à tous ces trucs-là, quoi. Et à ce moment-là, comment qu'on fait? Alors, en fait, je pense qu'on n'échappe pas à justement étudier le modèle de sécurité. En fait, souvent, on est là, on est en logique de sa sécurité, c'est un produit. Donc, je prends un produit plus cher, plus machin, et je serai plus en sécurité.
Et en fait, même un produit cher, comme la Ledger, on peut mal l'utiliser parce qu'on se dit c'est le Ledger la sécurité. Et en fait, non, la sécurité, c'est un modèle qu'on a bien en tête de quel est l'intérêt à nous pirater, etc. Quelles sont les sommes en jeu, etc. Donc, de fait, le bon modèle de sécurité, déjà pour commencer à réfléchir, est-ce que je pourrais être visé particulièrement ? Parce qu'en fait, il y a deux types de piratage. Le piratage grand classique, ce qui se passe le plus souvent, vous avez des failles, des choses connues, etc., des armées de pirates qui sont maintenant organisées comme des entreprises, qui se revendent des données, etc. Tiens, moi j'ai cette carte bleue, tiens, moi j'ai une armée d'ordinateurs zombies qui ont été, enfin voilà, et donc on achète ça pour 2 heures, etc., pour on peut construire louer son du attaque. temps, on peut louer du temps d'ordinateurs zombies comme des ressources. J'ai 10 000 ordinateurs, je loue ça, je sais pas combien, $200 à l'heure, voilà, et c'est parti, quoi. Donc, comme chez AWS, quoi. Ouais, exactement. Ah non, c'est du. mais en version crime. C'est du cloud, c'est du zombie computing ou du zombie. Zombie as a service. Exactement. Zombie as a service, voilà, du ZAS, c'est un bon truc. Là, le ZAS. Je crois qu'on a inventé un truc. Là. On monte une boîte. Mais c'est carrément ça. Mais c'est vraiment ça. Ouais, zombie as a service, c'est exactement ça. Et c'est très organisé, de plus en plus organisé. Les États sont plus ou moins mêlés, donc les niveaux. Et donc évidemment, d'abord il y a ce qu'on appelle les attaques où des pirates sont spécialisés par faire un maximum d'attaques, toucher tous les serveurs qui sont connus et tester si le SSH n'est pas bien, etc. Et ramasser en gros tout ce qu'on peut avoir, des numéros de carte, des machins, etc. Ça, c'est une attaque qu'on subit tous, voilà, si vous avez je sais pas, un téléphone et vous avez Phoenix, moi j'utilise Phoenix, mais un Lightning Network, et puis vous avez 50 balles dessus, vous ferez péter 50 balles. Est-ce qu'il faut renforcer son wallet ici pour voilà. Donc voilà, c'est pas la peine de rentrer dans ça. Après, derrière, c'est qu'il y a des gens, des pirates qui sont là et qui prennent tout ça. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus efficace. Ils sont en train de valoriser ces données. Donc ils rachètent tout ça et ils disent ah bah tiens, là il y a des boîtes, chiffre d'affaires, machin. Ils sont très fins, ils peuvent aller très fins. Avec en plus l'intelligence artificielle, ils sont là en train de récupérer les données des boîtes. Quand est-ce que les utilisateurs arrivent, quand est-ce qu'ils sont embauchés. Donc ils savent qu'au bout de 90 jours, ils doivent changer leur mot de passe. Donc s'il faut envoyer un email de phishing en disant bon, vous venez de truc votre page, oh mon Dieu, comme par hasard vous l'avez le lendemain. Ouais, donc c'est pas surprenant, quoi. Bah ouais. Vous êtes, moi je reçois le smishing avec critères. Je sais pas si vous voulez, il faut la vignette critères. Je suis à Paris. Smishing. Donc, ce qu'on appelle du smishing maintenant, c'est le phishing, mais c'est un peu spécifique par SMS. Du phishing par SMS. Comme par hasard, tout le monde sait que mon numéro de téléphone portable, en fait, je suis sur une personne qui est localisée sur Paris parce qu'ils ont toutes ces données collectées par l'intelligence artificielle. Pareil, c'est comme du campagne d'emailing. Si vous voulez attaquer des gens sur les vignettes critères pour leur faire payer 3 € donc les vignettes critères, c'est les machins pour circuler à Paris là, quand c'est pollué sur les bagnoles. Là, on achète ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, il faut l'acheter. Maintenant, il faudrait que je l'ai toujours pas, mais plein. Et donc quand on sait que tu arrives à Paris, tu reçois un SMS. Et donc, je reçois un SMS. Je sais. Nos agents contrôlaient votre voiture garée là. Je suis garé sur Paris, évidemment, machin. On a vu qu'il n'y a pas de vignettes critères. Vous cliquez là, racheter votre truc, donc tu cliques là, tu mets ta carte bleue, tout ça, et hop, terminé. Tu t'es fait prendre smifiché. Et c'est targeté, et vraiment très efficace, et ça joue avec la psychologie, donc ils sont capables vraiment de faire des choses vraiment très puissantes aujourd'hui. Et après, derrière, vous avez les attaques plutôt vraiment red team, qui sont vraiment, où là, c'est des moyens. Donc en gros, ils achètent un petit peu tout ce genre de données, quelles entreprises, les hôpitaux, les boîtes qui ont du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Ils savent si par exemple... S'il y a de la trésor... Ils savent si vous arrêtez pendant 2 semaines la ligne de production, combien d'argent ils perdent. Ils savent vraiment tout ça, ils sont capables. Comme aujourd'hui les GAFAM sont capables de savoir si tu vas avoir des sites plutôt machin, si tu es plutôt de droite, si de gauche... Si tu connais le wallet public, tu sais... Si tu aimes les hommes ou les femmes, ils savent tout ça aussi, si tu préfères les grosses bagnoles ou les petites bagnoles, ou si tu as les moyens ou tu n'as pas les moyens, ils savent ça, les réseaux maintenant. Donc les pirates le savent aussi, il faut se mettre ça dans l'idée. Et aujourd'hui, les États aimeraient bien aussi être dans la capacité de savoir ça. C'est ça qu'on se rend bien compte, c'est aussi la bataille, c'est-à-dire,
Non, mais l'État, ils aimeraient ça parce que c'est pas normal que le type, il a une piscine, mais il a pas payé d'impôts, tu vois. Donc l'État, pareil, il se dit pourquoi les GAFA, mais pas moi. Donc c'est la même idée derrière. On veut tout savoir sur vous avec l'intelligence artificielle, ramener toutes les données et après optimiser au mieux son job. Le pirate, optimiser les frais, parce que du coup, quand il va attaquer une boîte un peu compliquée, que c'est tout un tas de choses. Là, il va étudier, il va mettre une équipe. Ça va coûter 10 000 boules par jour, j'en sais rien. Pour payer le ZAS. Pour payer... Non, voilà, payer le ZAS, 3 bonhommes à fond dessus, parce que c'est... Voilà, machin. C'est du boulot. C'est du boulot, le suivi commercial, de la rançon, etc. Et donc ça, c'est du boulot. C'est plus cher. Donc on va pas attaquer votre téléphone de cette façon-là, sachant qu'il faut qu'il crame 100 000 euros. Parfois c'est ça, hein, il crame 100 000 euros par jour pour attaquer un truc machin. C'est pas pour voler 50 balles de Félix Ouellet de François Xavier. Donc vous l'aurez pas ça. Voilà. Donc et en fait ça il faut le réfléchir. Pourquoi j'utilise une clé Ledger Est-ce que c'est pour payer tous les jours Je pense pas que c'est une bonne idée. Ou pourquoi j'utilise le Lightning Network Pourquoi je l'utiliserais pas Enfin, déjà commencer à ça. Et pourquoi aussi, du coup, je mets telle information ici et pas ici. Pourquoi je prends des photos avec mon téléphone ou quel type de photos Est-ce que je prends des téléphones de chez moi Est-ce que je prends pas des photos de chez moi, etc. Donc tout ça, déjà, il faut faire cette réflexion. Et toi, t'en es arrivé à dire, il faut trouver un moyen de prouver que je suis moi sans dépendre de la blockchain, sans dépendre d'Internet. Comment on fait Alors là, on arrive justement à cette idée sans dépendre des pirates de Facebook et de Google et de l'État. En gros, à un moment, c'est que tout le monde va commencer à, comme toutes tes activités maintenant sont numériques, tu payes des impôts, tu achètes des choses, tes opinions, tout ce que tu veux, tout ça c'est numérique maintenant. Donc il y a un côté où en fait on se rend compte que les réseaux sociaux jouent avec ça, Cambridge Analytica, ils te poussent des idées, ils te rendent fou, enfin voilà, tu te sens de moins en moins libre, les gens le savent bien mais ils veulent pas vraiment en sortir. Donc il faut quelque chose de low-tech qui se désynchronise de tout ça. Exactement. Quoi. Et du coup c'est un peu la piste de réflexion initiale, c'est de dire comment est-ce que je récupère en fait mon indépendance, non pas financière pour le cas du Bitcoin, mais mon indépendance de qui je suis en fait et de comment identitaire. C'est un peu identitaire, exactement. Donc ça c'est un petit peu le contexte. Et après il y a la réalisation pratique. Et en fait la réalisation pratique est loin d'être évidente. Alors la plus évidente ou la plus scameuse, on va dire, il y a une blockchain pour ça. Donc on se dit voilà, on va faire un gros max de pub. On est un peu dans le technology push, donc technology push à l'américaine, c'est fake it until you make it. Donc c'est rempli de trucs, un smart contract copier-coller à droite à gauche, un wallet copier-coller à droite à gauche, et puis un petit peu beaucoup de marketing pour ramasser du monde, de l'argent, et après on commence à se poser des questions. Donc ça a fait des gros succès, il y a des boîtes qui ont réussi, mais c'est vrai que c'est très spéculatif d'investir dans une boîte qui a ce modèle-là, parce qu'il y en a énormément qui se sont plantés. Mais là, le problème, c'est le problème, c'est que là, on a une technologie, un problème. On a une technologie, la crypto-monnaie, on va dire Bitcoin, un problème, l'indépendance, on va dire, de l'identité, enfin de qui on est. Et comment on rejoint les deux. Oui, comment. Et là le chemin est loin des nôtres. Alors moi c'est un sujet qui m'a passionné depuis un bout de temps, mais ça fait 1 an et demi qu'on en parle, je crois. Souvent je te dis quand c'est prêt tu m'appelles. Exactement, et ça met plus d'1 an et demi pour que je t'appelle, mais c'est une lente maturation, hein. Moi je suis pas un génie où j'ai tout de suite le truc. Je suis là, enfin c'est un peu pénible pour les autres, je pense, mais ça avance petit à petit. Non, en fait, du coup, j'ai beaucoup passé de temps à regarder ce qui se fait, évidemment, pourquoi ça a échoué. Et moi, la grande leçon, ça a été vraiment de plonger dans PGP. Alors, qu'est-ce que PGP ? PGP, donc c'est un protocole cryptographique créé par Phil Zimmermann, qui est un cypherpunk américain. Et donc c'est une histoire assez marrante. En fait, il a créé ça pour, en gros, que la cryptographie soit accessible à tout le monde. Dans un monde à l'époque où, dans les années 80-90, où c'était interdit d'utiliser la cryptographie.
Oui, c'est vrai que C'était illégal. quand j'étais petit, on me disait c'est interdit d'utiliser le C'était- SHA-256, je crois. un truc comme ça. Ça n'existait pas à l'époque, mais Je sais plus, il y avait le truc de cryptage à tous les 256. algorithmes de cryptage étaient interdits. Où il y avait que les too weak, les Voilà, plus exactement. fragiles, les plus pétés. Là, il y avait on le droit, des trucs qu'on pouvait utiliser, mais qu'on pétait facilement. En 5 minutes, que là, les États pouvaient péter ça facilement. Sauf que maintenant, avec le piratage, c'est plus jouable. Donc c'est un peu ma problématique. D'ailleurs, à l'époque, quand Phil Zimmermann a lancé ça, il a vraiment cassé la baraque. C'est-à-dire qu'il s'est fait poursuivre par l'État américain pour export d'armes illégales. Waouh. Et donc, il y a eu un procès et il a réussi à botter en touche. Tu sais comment ? Non. Il a fait jouer une autre loi contre l'État américain, qui est la liberté de la presse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah oui, c'est du free speech, le code. Ouais, il a publié le code aux éditions MIT. Alors vraiment copier-coller, vous avez un livre avec du code sur je sais plus combien de pages. Et il a publié, et les avocats ont dit, bah écoutez, vous êtes contre la liberté de la presse, c'est quoi votre délire ? C'est quoi ? C'est un livre, c'est une arme ? Et donc, du coup, l'État a jeté l'éponge sur ça, et c'est comme ça qu'il est passé. Donc c'est quand même assez... C'est pour ça bien. que tous les bitcoiners, les hackers et les gars qui sont un peu renseignés, ils disent the code is free speech. Ouais. C'est la liberté d'expression. C'est ça, exactement. C'est vraiment un changement de paradigme en termes de réflexion sur la production informatique qui se passe. Mais n'empêche que pendant très longtemps, c'était quand même illégal. Et il a fallu arriver avec WhatsApp, etc., pour casser les murailles, parce que c'est toujours flou, hein. Même encore en Europe, on ne sait pas s'il y a le droit. Enfin, c'est pas clair, hein. C'est pas clair. Et alors, donc PGP, ça génère une clé privée, une clé publique. Donc voilà. Et en fait, l'idée initiale, c'était ça. C'est moi, je suis une clé publique. Et pour les autres, et une clé privée pour les autres. Et on fait des pizza parties, etc., ce qu'on appelle des signing parties, autour d'une pizza dans l'université. On échange sa clé PGP. Alors il y a des petits protocoles de pizza party, etc., qui ont même un RFC. C'est marrant. Quoi ? Un RFC, donc c'est des standards en fait. Des standards, par exemple, standard cryptographique, c'est RFC, etc. Donc ils ont fait des pizzas, ils ont mis un... Et il y a un RFC pour une key signing party. Alors, il faut que les gens soient là. Et puis, alors, on dit, on envoie d'abord sa clé pour dire, avant la petite fête, à quelqu'un qui va les compiler, puis les mettre dans le désordre, et puis après il va aller devant tout le monde, et à un moment il va dire telle clé, l'autre il va dire moi, enfin bref, tout ça, et ça c'était standardisé, c'était marrant. Voilà. Mais en fait voilà, c'était l'idée, c'était dire moi je suis une clé, et après tout ce qui se passe sur internet, c'est ma clé qui fait foi. Et en fait il s'est passé plein de problèmes. Qu'est-ce qui se passe si je perds ma clé ? Qu'est-ce qui se passe si on vole ma clé ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je dois refaire une autre signing party avant de commencer à parler à quelqu'un ? Comment je fais pour révoquer en disant arrêtez, c'est plus moi ? C'est plus moi. Donc du coup, voilà. Donc en fait, on a commencé à se dire bon bah en fait, on va utiliser le mail, quoi. Envoyer un mail avec bonjour, veuillez trouver ma nouvelle clé. Et parce que l'autre a été piratée ou elle est perdue. Donc ça veut dire qu'il faut une base de données avec des emails où on fait correspondre les clés. Non, alors ça c'était ça. Et puis après on s'est dit c'est quand même pas clair, donc on a fait des services, des bases de données qu'on appelait Web of Trust, où en fait on associait un email avec une clé. Alors d'abord c'était assez drôle parce que tu disais tel email, tu envoyais tel email, c'était telle clé, alors n'importe qui pouvait dire tel email, telle clé. Alors du coup ils ont changé, ils ont dit on va quand même vérifier l'email en encryptant tout ça, en cliquant que c'est bien lui. Mais en fait ça déplace la sécurité sur l'email. Et en fait c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup la sécurité, quelqu'un pirate ton email, il change la clé PGP comme il veut et il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et en fait, sur Bitcoin, c'est comme dire j'invente Lightning, qui est jamais qu'un gros paquet de signatures au-dessus en canal, quoi. Enfin, des canaux de signatures, toc 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 toc. Et à un moment, on se dit ouais, mais comment on ancre Lightning ? Et on invente Bitcoin, quoi. Enfin, c'est ça le problème. C'est que... et le problème, c'est que là, on est parti de Lightning et on cherche Bitcoin. On cherche le réseau décentralisé qui va ancrer ça, quoi. Et alors c'est très intéressant parce que ce concept-là, donc on rejoint justement Bitcoin PGP, et PGP donc a vécu comme ça, et donc du coup c'est mort. C'est mort pour dans les faits, c'est mort pour dire moi je suis une clé publique. En fait, ça n'a jamais marché. Ouais, parce qu'on a des problèmes de gestion de la clé, quoi. Voilà, ce qui s'est passé en revanche, c'est la création des certificats d'autorité. Alors, en gros, c'est très hiérarchique. Il y a des boîtes américaines qui créent des clés et après qui signent des clés d'autres boîtes qui sont moins sûres, etc.
Et c'est ce que vous avez chez HTTPS, etc. ou que vous avez pour. Et juste avant, pour attaquer le web, tu te souviens, à un moment, on avait fait l'interview de Jack Dorsey avec Guillaume au Ghana. Et en fait, après, j'avais fait un thread sur Nostr, donc qui est un protocole de réseau social, on va dire plus ou moins décentralisé pour faire simple. Et Nostr, en fait, j'avais expliqué que c'était un peu comme une clé PGP, et tout le monde m'avait sauté à la gorge en disant « Oh là, PGP c'est pourri, machin et tout ». Et en réalité, Nostr, il s'ancre pas sur un mail, mais il s'ancre sur la clé, ouais. Et sur Twitter. Et sur Twitter derrière, ah oui, alors du coup, comment tu publies, de fait, comment tu publies ta clé? Tu mets ta clé copier-coller sur Twitter, donc si on pirate... Compromet le compte Twitter. On dit voici ma nouvelle clé, et hop, ton truc est compromis. Et alors en quoi c'est mieux que PGP, Nostr? Alors, de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est le même problème. Et je pense qu'ils vont du coup réinventer les mêmes trucs, et c'est ce qui est en train de se faire. Des répertoires ça marche comme pas, PGP pour associer. Ça marche. Pour moi, ça marchera pas. Après, voilà. Mais pour moi, on répète les mêmes erreurs de ce qui s'est passé. Parce qu'il manque PGP. Bitcoin. Parce qu'il manque. Il manque une couche de décentralisation. Il manque une couche qui permet de comment faire, en gros, comment faire quand je perds ma clé, et comment faire si je me fais pirater ma clé. Parce que, pour dire c'est encore moi, sans passer par recommencer tout de zéro ou passer par un tiers qui dit non mais si c'est bien lui. Parce qu'en fait avec Bitcoin ou dans la crypto, le truc c'est que si tu perds ta clé, tu perds ton argent globalement. Ouais. Soit il est pris par quelqu'un, soit il est à jamais dans les abîmes. Donc il est pris par tout le monde. Voilà, ouais c'est ça. Et tu le donnes à tout le monde. Tu le donnes à tout le monde. Et du coup ça veut dire que t'as juste à remettre de l'argent ailleurs et puis tu fais une croix dessus quoi. Mais en tout cas tu sais comment clore le système. Ouais, exactement. Par contre sur de l'identité, alors c'est pas le même délire quoi. J'y arrive parce qu'en fait du coup PGP ça a pas marché, la clé publique en disant ça c'est moi, et c'est revenu par la porte Bitcoin. Bitcoin, cette clé publique, je simplifie parce que ça c'est un peu plus compliqué, mais cette clé publique c'est mon argent. Alors c'est pas tout à fait moi, mais c'est mon argent. Et du coup on se rend compte que c'est puissant. En plus c'est puissant parce que on a maintenant 500 milliards dedans et on n'a pas cassé le truc. On peut casser en faisant croire que que quelqu'un c'est ton compte, mais en fait c'était le compte de quelqu'un d'autre. On peut social engineer ça. On peut faire mais on se rend compte que ça marche. Et ouais. donc du coup, rebelote, Satoshi Nakamoto a réouvert un gros champ qui est comment faire du coup pour dire que cette clé c'est moi. L'identité décentralisée. Ouais, exactement. Et donc, du coup, on se dit, alors, on n'a toujours pas de solution. On n'a pas de solution de protocole qui permet ça. Donc, je prétends en inventer un. C'est ça mon truc. Ça, c'est de la lancée. Satoshi is back. Ben, ça, on a voilà, pas mal de discussions avec MyDID, avec Nicolas aussi, Baka, pardon, de Ledger. Pour essayer de savoir comment faire. En fait, l'essence de ça, c'est comment faire, en gros. Alors, j'explique ça les choses comme ça. En fait, il y a deux identités. Il y a l'identité sociale. T'es français, t'as le droit au chômage si t'es au chômage, t'es un employé, t'es le fils d'eux, tout ça c'est l'identité sociale. On ne parlera pas de la retraite. C'est ce qui fait vraiment ton identité. Et après, t'as ta sécurité en ligne. Qu'est-ce qui fait que ton action, c'est ton action à toi. Voilà, c'est bien toi qui l'a fait et pas quelqu'un qui est passé derrière et qui a fait un virement, qui a dit une connerie sur Twitter. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Et ça, je prétends que c'est deux choses différentes. Et je pense pas que dire je vais régler le problème de la carte d'identité, en gros, ça va régler le problème de l'identité numérique en disant une clé publique c'est moi. En fait, c'est deux concepts différents. Et moi, je vais pas régler ce problème-là. Je vais pas régler le problème que j'ai bien 18 ans et j'ai le droit à ça, etc. Par contre, je vais me focaliser sur le problème. L'action sur Internet qui est faite, c'est bien moi. C'est le même moi qui s'est identifié la première fois, où on s'est rencontré la première fois quand on a échangé. Est-ce qu'on peut dire que le problème de l'identité numérique, c'est essayer de rattacher Lightning Network à un état civil ? Il faut arriver alors que toi, ce que tu fais, tu dis non, mais en fait, le Lightning Network, on peut le faire fonctionner en autonomie, entre guillemets, on n'a pas besoin de le rattacher. Exactement. À une couche, donc en fait, en vrai,
Ça peut marcher tout seul, mais ça sert à ça, à prouver que ce que je dis est bien dit par moi, alors que si je cherche une couche de confiance pour l'intégrer à l'état civil, c'est un autre bordel. C'est un autre sujet. Et on peut traiter les deux séparément. Exactement, je pense qu'on peut traiter les deux séparément, et en fait c'est une conséquence assez immédiate, c'est que décorréler les deux, ça détache en fait ton existence par rapport aux canaux de communication. Tu vois, toi t'existes sur internet, c'est avec ton numéro de téléphone qu'on t'a donné, avec ton email qu'on te donne, avec ta page Facebook qu'on te donne, ton fil Twitter qu'on te donne, et puis un jour on peut le fermer. Donc à un moment tu veux avoir une identité qui va au-delà du canal de communication. Et donc c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte que les gens aient une série de clés et de faire un maillage, un réseau, tu vois, cryptographique. Toi, tu as ton annuaire de clés, en gros, signé avec tous les autres qui sont entrés dans ton annuaire. Eux-mêmes ont leur annuaire. Une entreprise, elle a son annuaire d'employés de la même façon. Donc, ce qu'on appelle les Web of Trust, en fait. En gros, c'est l'idée du Web of Trust. Et puis, vous imaginez un maillage. Après, si on imagine que ce concept marche grâce à moi, grâce à mon système, mais peut-être pas. Mais enfin, voilà, imaginons, en projetant que ce système arrive à maturité. En fait, vous imaginez que, en fait, sur Internet, vous avez une espèce de toile comme ça d'interconnexion cryptographique décentralisée, parce qu'il n'y a pas de... Alors, partiellement centralisée dans une entreprise, peut-être dans un État. L'État peut dire, bah tiens, tous les citoyens, on vous aura une clé, mais ça sera votre identifiant pour les choses de l'État, mais vous pouvez en avoir autant d'identifiants que vous voulez. Vous pouvez avoir comme autant de wallets que vous voulez, vous pouvez avoir autant d'identifiants que vous voulez. Donc l'idée, c'est de construire ça. Comment est-ce qu'on y arrive ? Et donc, parce qu'en fait, quand tu dis moi je suis François-Xavier Thorin, c'est bien moi qui ai publié ce message, en fait il suffit que tu mettes une signature en bas pour prouver que c'est bien toi qui l'as dit, quoi. Et quand on te demande prouve que c'est toi, bah hop, tu signes un message. Voilà, tu signes un message. Voilà. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas besoin de rattacher ça à l'état civil. Exactement, exactement. À partir du moment où, par exemple, si je veux te prouver à toi, si tu veux vérifier un jour ce message-là, un jour il va falloir que je te rencontre, on signe nos clés tous les deux. Et voilà. Comme les signing parties. Et après, derrière, la prochaine fois que je publie un message, sauf si tu vérifies. Sauf si tu t'es fait pirater. Et là arrive le problème de la révocation. De PGP. De la révocation. Et ça, c'est le vrai problème. C'est comment je fais pour avoir une identité qui dépasse, qui traverse en fait les problèmes de révocation de clé. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'à un moment, si moi je considère que j'ai perdu ma clé, il faut que je puisse dire à tout le monde, à partir de telle date, c'est plus fiable. Alors ça, c'est par défaut PGP comme ça. Elles sont pour une certaine durée. Tu les crées pour 1 an, 2 ans. C'est même une recommandation. Parce qu'à force de mettre ta clé ici, c'est le problème de Noster. Je mets ma clé ici. En fait, c'est tellement dispersé partout qu'un jour, il y a bien un device qui va être piraté et on va voler ma clé. On va avoir la même clé. Donc du coup, je suis coincé. Donc c'est même une recommandation de sécurité, de bon sens, de devoir changer sa clé, même si on n'est pas encore piraté. Même avant. Donc il faut faire ce qu'on appelle des rotations de clés, on a même ça dans les systèmes classiques. Voilà. Et donc il faudrait faire un device qui les fait automatiquement. Et donc il faudrait faire un protocole en gros qui permet de retenir son identité même si on change le jeu de clés. Et donc c'est ce que j'ai construit. En fait j'ai construit notre propre arbre. C'est comme BIP32 si tu veux. BIP32 c'est dérivation de clés, donc tu as une espèce de clé maître. Et puis après tu peux dériver etc. En fait j'ai la même idée, c'est-à-dire que tu as une clé maître. Donc ça, c'est ta sécurité. Tu avec une adresse publique Bitcoin qu'on appelle l'XPub, on peut dériver plein de clés publiques. Ouais. À chaque fois qu'on paye, on change de clé. Exactement. Ouais, bah ça, j'utilise ce même principe, en fait. Donc j'ai ma clé maître que tu n'utilises jamais, que tu mets dans un coffre. Après, tu as une clé qui est ta clé d'identité, que tu vas publier, mais que tu n'utilises jamais. Et derrière, tu as des clés d'utilisation que tu vas pouvoir tourner régulièrement. Mais l'avantage, c'est que du coup, quand tu vas changer de clé, tu vas pouvoir réutiliser ton identité pour la signer. Donc en fait, tu t'auto-certifies et en fait, derrière, ça permet de garder ton identité même en changeant de clé derrière. Donc ça, pour révoquer, tu n'as pas besoin de révoquer parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle clé. Parce que une clé, plus on l'utilise, moins elle est sûre, c'est comme ça. Et comment tu fais pour sécuriser l'acide ? Comment tu fais pour... c'est comme Bitcoin ou comme les choses. On récupère les bonnes pratiques qu'on fait dans le wallet que j'ai construit. Le backup sur l'acide. Idéalement, là j'ai un prototype avec FIDO2. On ne peut pas faire de backup, mais idéalement sur du hardware, etc. Pour qu'on n'utilise pas beaucoup, mais juste pour changer, pour changer une clé en cas d'urgence ou quand elle est cassée pour en refonctionnaliser une.
Mais c'est tout en fait. Parce que typiquement aujourd'hui sur Ethereum, tout le sujet porte sur l'abstraction de compte, à savoir comment s'alléger de cette histoire de passphrase et de seed pour revenir à des choses plus user-friendly. Ouais, alors ça c'est un vrai problème. Surtout dans le monde de l'identité numérique, si tu veux que les gens commencent à utiliser, faut pas commencer à les traumatiser avec tu prends ça, tu l'enterres quelque part et tu n'oublies pas où tu l'as enterré, mais tu ne t'en sers jamais. C'est un problème, j'ai pas encore de solution. Mais encore une fois, c'est pour ça que je m'oriente d'abord sur le monde de l'entreprise. Parce que l'avantage, c'est que tu perds ta clé. Tu vas voir les RH. Voilà, tu peux assez facilement relancer ton protocole de Web of Trust. Tu vas voir les IT guys, là, tu vas leur dire, ouais, je vais leur dire. C'est de la RH. On se rencontre régulièrement, même si parfois les grosses entreprises, c'est délégué, mais en gros, à un moment, tu peux jouer sur ça. Après, moi, je suis très intéressé par exemple ce que fait Zengo, par exemple, qui essaye de... Ouais, Royal. Parce que du coup, il s'est supprimé. Alors, il y a toujours des compromis sur la sécurité, mais encore une fois, c'est le modèle de sécurité. C'est vrai que si vous êtes paranoïaque et que vous êtes à la tête de l'IT et que vous avez accès à tout, peut-être qu'il faudra apprendre à avoir une clé Ledger pour l'identité numérique, pour faire votre backup, mettre ça sur un truc bien sécurisé dans un coffre et tout ça. Pour l'employé moyen qui est là juste pour machin, est-ce qu'il faut aller jusqu'ici ? Tu en penses quoi de la solution chez Grand Tank Crypto, à chaque fois qu'on rencontre Charles et Nicolas, on leur dit alors il sort quand le téléphone Ledger ? Non mais en fait, on se dit une clé c'est relou à utiliser. Ah ouais, alors ça c'est... Mais moi j'avais dit à Charles, globalement on prend un téléphone, on coupe le coin là comme ça, touc à cisaille là, et puis on colle avec de la super glue une clé Ledger, et puis voilà, j'ai un téléphone sécurisé en fait, tu vois. Ouais, je crois que Nicolas donne ça à un designer là, tu vois, histoire qu'il se fasse ça propre quoi, et voilà. Ouais, mais ça tue Ledger en fait, ça tue presque, parce que derrière c'est Samsung ou des choses comme ça, ou Apple qui vont, s'il y a un marché. Non mais j'en sais rien, mais sur le principe, je sais pas comment. Mais oui, en fait. Un élément sécurisé, mais donc ça veut dire qu'il y a un petit écran sur le côté du téléphone en gros, où on fait clic, dans mon esprit, en brut quoi, dans l'idée. Et là du coup, en fait les gens ils apprennent à utiliser ça au quotidien. Enfin, tu vois, ça devient notre téléphone, c'est notre doudou. On va pas se mentir, tu vois. Ouais, exactement, je suis d'accord. On bave dessus, on le caresse tout le temps. Il y a deux tendances en fait. Il y a la tendance, je dirais, Nicolas Baca, parce que ça revient avec nos discussions, qui lui, de toute façon, c'est ça qui fait la vie des gens, et c'est pas la peine de faire autre chose. À un moment ou à un autre, tout va il va falloir faire rentrer ça. Donc lui, il avait l'idée, voilà, avec un kill switch, une petite lumière indépendante qui soit câblée différemment, passe directement sur l'OS, ce qui est assez intelligent en fait de faire. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis plutôt dans la tendance de me dire, je crois qu'il y avait Pascal Gauthier qui avait fait une interview, peut-être avec vous, un moment. Il était dans sa chambre d'hôtel, je crois. Non, nous on a fait la Surfing Bitcoin en je sais plus quel, en 2021. Et il disait, voilà, ça c'est mon compte en banque. C'est ma vie. Parce que, tu vois, c'est matériel et ça, voilà, je jette le téléphone, il se casse et tout ça, je l'ai encore. Et c'est quoi alors qu'il avait dans la main s'il jette le téléphone ? Il avait une clé Ledger. Ah oui, d'accord. Ça, c'est mon compte en banque. Ouais. Et je suis assez d'accord. Le fait peut-être de décorréler deux éléments, un truc, fais ce que tu veux, de toute façon, c'est piratable. Et de toute façon, c'est très bien que les GAFAM derrière, Apple ou Google, ils vont tout ce qu'ils vont. Ils vont faire, ou Samsung, ils vont faire croire, ou Huawei, avec la guerre entre la Chine, la Russie, tout ce que tu veux. À un moment, de toute façon, donc lui, il disait, au contraire, il faut bien séparer les deux. Par contre, si j'ai mon compte en banque ici, voilà. Alors, touche pas le truc qui pue, là. Et le but du jeu, j'ai fait un appel d'urgence, pas grave. Le but du jeu, c'est de rendre avec l'UX, de rendre les choses. Et moi, je suis un peu dans la même idée Donc tu fais Stax, quoi. Ouais, tu fais le Stax. Et tu fais le Stax. T'as un deuxième téléphone, en gros. T'as un deuxième device que tu trimbales dans ta poche. Alors moi, je pense que Stax fait trop, mais parce qu'en fait, ils font NFT, tout ça, et je pense que c'est du parasitage par rapport à... Bon, après, voilà, c'est des options. Peu importe, mais sur le principe. Mais en fait, c'est l'idée qui est derrière. Moi, je suis un peu dans la même idée de l'identité numérique. Donc, de me dire que ça, c'est moi. Et tout le reste, ça peut casser. Ça peut dégager. Ça serait initialisé. L'idée, c'est, voilà, j'ai mon identité numérique, c'est sûr. C'est vérifiable, tout ce que tu veux.
ça traverse le temps, ça traverse l'espace, le métaverse et compagnie. Mais voilà, ça traverse. Donc, et voilà. Et en plus, je matérialise vraiment. Je matérialise quelque chose qui est à moi. C'est un pari. J'ai discuté avec pas mal de gens, on a proposé notre projet à différents... Enfin, on a parlé de notre projet à différents... non, plutôt des industriels, là. Ouais. On a rencontré Capgemini. Par exemple, je me souviens d'une discussion avec eux, et le directeur d'innovation, il me dit, ça, c'est un vrai pari. Et lui, il y croyait pas. Il dit, non, mais je pense que ça sera pas comme ça que ça se passe. Bon, nous, on est... En vrai, la Ledger, tu la mets à ton porte-clés, ça passe bien. Enfin, ouais, voilà. Ça fait un bordel de plus, mais... Mais dans l'identité numérique, si tu es tout le temps en train de badger, en train tout le temps de faire avec... Alors après, voilà, on a une histoire de hiérarchie, il faut bien le faire, mais... C'est pas anodin. Moi, j'aimerais bien qu'on ait ça, parce que je pense que c'est le mieux. Maintenant, qu'est-ce que le marché va décider ? Il faut faire. Donc, moi, j'ai une version pure téléphone, compatible Passkey, parce que du coup... Alors, Passkey, c'est... Passkey, en fait, c'est une nouvelle technologie qui est en train d'être poussée par Google, Microsoft, Apple. C'est les clés FIDO, là, je t'ai montré tout à l'heure, mais donc c'est les clés FIDO, là c'est une YubiKey. USB 3, là, vous avez Fessian. Ah oui, c'est le truc de Google là qu'on achète. Ouais, Google, il y a Google Titan pour qui fait Gmail, ça. voilà, Titan, c'est ça. Titan, c'est pareil, c'est le même protocole, donc c'est un protocole W3C qui est bien défini c'est un multifacteur à la base. Donc en gros, plutôt que de mettre un numéro de SMS, etc., vous mettez ça, c'est un truc cryptographique, donc c'est quand même meilleur, c'est vraiment meilleur en termes de sécurité. Et comment ça se restaure ? On a une seed encore à garder? Il n'y a pas de restauration. Il n'y a pas de restauration parce que c'est l'équivalent d'un multifacteur. Tu casses ta clé, en fait, tu as encore ton mot de passe pour connecter avec ton compte et tu vas réappairer une nouvelle clé publique en l'occurrence, l'équivalent, avec ça et hop, reparti. Et elle est où la seed avec les privés? Elle est dedans. D'accord, donc c'est un élément sécurisé. Ouais, c'est comme une Ledger, si vous voulez, sans écran. C'est les mêmes algos, les mêmes trucs. Je crois que d'ailleurs, Nicolas est en train de jouer avec sur des smart contracts Ethereum, vous lui demanderez. Il s'amuse bien. Donc moi, j'ai intégré ça parce que c'est pratique, c'est standard. Vous pouvez badger derrière le téléphone, c'est compatible avec n'importe quel navigateur aujourd'hui. C'est du NFC, c'est ça ? Ouais, c'est W3C même. C'est W3C qui a standardisé ça. Il y a une guerre, et du coup, ça c'est hardware. Et en fait, hardware c'est difficile, pareil. Et en fait, l'idée de Passkey, c'est de prendre le même protocole, en gros, sauf qu'en fait, c'est en software. Donc la clé, elle est dans le téléphone. Sécurisée sur iCloud ou je sais pas quoi quand vous la cassez. Vulnérable Pegasus, mais pour les petits montants, ça joue. Mais donc voilà, donc vous avez votre clé sur iCloud. Voilà, en gros, l'équivalent. Ce qui peut aussi valoir le coup, mais... je sais pas, un jour il y a une guerre entre la France entre l'Europe et les États-Unis, je ne suis pas clair ou des tensions tout simplement. Ouais, des tensions, il y a besoin de s'envoyer des bombes nucléaires pour en arriver là. Exactement. Des grosses tensions. Ou des personnes d'intérêt de haut niveau, enfin voilà. Vous enverrez des tanks en Chine, vous voulez pas, on enlève ça. Enfin oui, chose assez basique qu'on peut voir. Exactement. Donc c'est l'idée de Poutine qui est pas idiote. Il coupe Internet. Il a fait ça 2 fois, je crois. Il a pété Internet en Russie, dans son pays parce qu'il avait coupé toutes les connexions avec l'extérieur et Internet est tombé en rade 2 fois. Parce qu'il y avait des DNS et tout ça. Donc, mais alors, après, ils ont construit l'infrastructure. C'est un test pour voir la résilience de son pays parce qu'ils font leurs propres infra ou alors exactement. C'est une boulette. Derrière, ils ont construit mais à un moment, ça a pété parce que les DNS n'étaient pas en Russie. Donc, évidemment, ils ont reconstruit toute une infrastructure pour être sûr. La Chine l'a déjà fait. Vous publiez vos DNS, votre nom de domaine, etc. Vous regardez sur les cartes. Moi, j'ai regardé, là, j'ai un truc Voltis, là, j'ai regardé les DNS. C'est pas publié en Russie. C'est pas automatiquement publié en Russie, en Chine et au Pakistan, tu vois. C'est les 3 pays sur lesquels ça passe pas facilement, les noms de domaine comme ça. Donc, ils ont leur système indépendant. Et nous, on l'a pas en France ou en Europe. Mais bon, ça faudrait qu'un jour, on se pète les dents pour que ça arrive. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, après, donc tes clés, tu les vends à des structures, à des entreprises qui sont des structures assez concentrées, hiérarchisées, où on peut gérer ce problème de récupération de la seed de façon organisationnelle. Alors que pour le grand public, tu n'y es pas encore parce qu'il manque encore un peu de jus de cerveau. Exactement. Et quand est-ce que ça sort ? Tu commences à les vendre quand ? Là, on est en test, en bêta testing.
Donc on a deux parties, en gros, on a le wallet d'identifiant qui sera gratuit, open source même, sur lequel on pourrait construire vos propres trucs. L'idée c'est qu'on puisse tous construire quelque chose. Et moi je suis en test du coup auprès d'entreprise où j'ai la pustule, enfin pas la pustule mais le plugin en gros sur les infrastructures d'entreprise, tu sais, pour connecter les applications, pour orchestrer les accès, etc. Donc du coup j'ai une interface comme ça auprès de l'entreprise que j'ai mis en place et du coup qui permet de donner dans la main des employés ce genre de choses. Et sans passer par la crypto, ni rien. Et puis après, une fois que les gens l'ont... Il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de token, il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas de token, mais une fois que les gens l'ont, bah en fait, ils peuvent on peut commencer à créer des applications derrière. Ils peuvent peut-être brancher une application justement de compte Bitcoin dessus. Ils peuvent brancher des moi, c'est vraiment le 2FA qui d'autres... m'intéresserait, tu vois, à titre personnel, c'est le 2FA, quoi, une double authentification. Il n'y a plus de 2FA du coup, il n'y a voilà. plus besoin de 2FA. Bitcoin, il n'y a pas besoin de 2FA. Ouais. Et, Donc, et ça pose... et derrière, l'autre sujet, c'était comment je prouve que je suis moi vis-à-vis de l'État en zero knowledge comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour ancrer la connaissance d'une clé publique avec la certitude que civilement, je suis bien... pour dire aux flics, prouvez-moi que vous avez 18 ans, hop, je prends mon bignou, je signe et il dit bon, ok, vous avez 18 ans. Alors qu'il n'a pas vu mes papiers, il a juste l'information, il a bien plus de 18 ans. Bah en fait, c'est... Puis comment il sait que la clé est bien la mienne aussi, du coup, parce que, bon, voilà. Pour moi, c'est un dilemme. Là, j'ai parlé d'identité légale, d'identité technique, on va dire. Il y a deux choses que je sépare aussi, c'est l'identité et la privacy. Bon, c'est deux choses aussi qu'il faut décorréler, parce que du coup, l'identité, c'est quelque chose de dur à mettre en place. Et comme on n'y arrive pas, on bascule dans la privacy. C'est ce qui s'est passé pour PGP. En fait, on signait plus qui on est, mais par contre, les messages, on voyait pas ce qui se passait dedans. Et en fait... PGP est devenu un protocole pour transporter des trucs secrets, mais pas pour voilà. Dire que c'est moi. Voilà. Là, à la fin, c'est un protocole de chiffrement, quoi. Voilà. Un énième protocole de chiffrement. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a qui suis-je, signature, et quelles sont mes données, chiffrement. Donc c'est un peu les mêmes technologies, mais c'est quand même deux fonctions différentes. Et là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai dit bien 18 ans, que je suis bien français, etc. Ça, c'est de la donnée personnelle. C'est pas qui tu es, fondamentalement. En fait, fondamentalement, qui tu es, c'est tes parents qui t'ont dit, c'est tes relations, en fait, qui te font. Alors, les relations de l'État d'ailleurs, aussi. est-ce que je le sais à qui je suis? Mais exactement, c'est d'abord les gens autour de toi qui définissent qui tu es, et inversement, c'est une relation. Et après, c'est ce que je fais. Exactement, et ce que tu fais. Et donc, moi, je vois très mal comment, par exemple, un protocole ZKP peut aider sur ce knowledge. Faut l'ancrer sur une base de données centralisée si on veut que ça marche, et du coup ça perd tout son charme, quoi. C'est ça le problème. Ouais, voilà, en fait à un moment faut que quelqu'un sache que tu es dit. Faire le lien entre donc t'as l'État qui le sait, et donc à un moment il va voir passer une demande pour en vérifier, et puis, des flics par exemple trouver, voilà. Donc en fait on tourne en rond sur le fait que on va donner encore de plus en plus un max d'informations sur ce qu'on fait. Alors on peut compliquer les choses, mais en fait fondamentalement... Après en Suisse, par exemple, je sais que la nationalité, elle est rattachée à une ville. C'est communal en fait. T'es citoyen originaire de Tartrifouille dans le Valais, quoi. Tu vois. Et dans ce cas-là, tu te dis, je décentralise la base de données à l'échelle du pays. Comme ça, si à Bulle, ils se font hacker, le reste du pays s'en fout, quoi. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que c'est Bulle éclate. Qu'est-ce que c'est un ZKP? Comment ça marche une Zero Knowledge Proof en termes de protocole? C'est en gros, moi j'ai une donnée, je sais pas, j'ai 18 ans, c'est une bêtise, j'ai plus de 18 ans, et toi tu veux vérifier que j'ai plus de 18 ans. Donc en fait, on va s'échanger des données où dedans, il n'y a pas le fait que j'ai 18 ans. Mais par contre, tu vas pouvoir vérifier, et qu'est-ce que tu vas pouvoir vérifier? Genre, j'ai mon permis de conduire. Non, tu vas vérifier, en gros, oui, ou que tu as ton permis de conduire, tu vas vérifier, en fait, parce qu'il y a un tiers qui va t'apporter un élément de vérification. Parce que c'est le tiers qui définit que tu as 18 ans, c'est le tiers qui définit que tu as... Donc en fait, dans le processus de ZKP, de Zero Knowledge Proof, en fait, dans ce cadre-là, il faut essayer d'imaginer un truc à 3 personnes, en fait, à trois parties. Toi, moi... pour vérifier, et un troisième qui est une espèce de certificateur. Donc en fait, qu'est-ce qui va de mieux que à la fin de dire
de toute façon, tu vas interroger d'une façon ou d'une autre le certificateur, ou que tu le portes ou pas. Donc, qu'est-ce qui va de mieux que de dire, de toute façon, bonjour, j'ai telle clé publique, est-ce qu'elle est légite? Et il te répond oui, non. Et voilà, pour moi, je vois pas l'intérêt de rajouter l'issue. Tu vois pas l'issue pour l'identité. Ouais. Donc, dommage. Ça intéresse pas l'État. C'est pas pratique à mettre en place, et en fait je m'en fous complètement que moi personnellement, si j'ai une relation de pair à pair, le fait que tu aies 18 ans ou pas, c'est parce que c'est une obligation légale. Par exemple, je fais tourner des sites qui sont réservés à des gens de plus de 18 ans, des choses comme ça, mais tout ça c'est des obligations légales, donc à un moment c'est qui sera vérifié indépendamment par la police, le juge ou tout ça. Donc à un moment c'est équivalent pour moi en termes de protocole que de lui demander l'autorisation ou de lui demander une validation, quoi. Après, on peut simplement avoir des degrés de complexification. Par exemple, il y a le secret bancaire en Suisse pour les citoyens suisses. Il n'existe plus pour les non-citoyens suisses. Citoyens américains notamment. Non, ils ont un peu trop fait joujou. C'est pourquoi d'ailleurs? Non. En 2008, ils ont trop fait mumuse avec le dollar. Ils se sont retrouvés short dollar en Suisse dans les banques. Ah oui. Donc ils sont allés à la Fed pour dire comment on fait? On dit pas de problème, signé en bas. Exactement. On va vous envoyer des dollars. Vos banques vont survivre, mais le secret bancaire, nine. C'est ça. Vous me renvoyez vos merdes là, plus pour les étrangers. Façon, et du coup, pour les Suisses, le secret bancaire existe toujours. Mais tout ça pour dire que, en termes de privacy, il y a les banques qui ont leur base de données, eux ils font la correspondance entre le numéro et le bonhomme, il y a le client qui connaît son numéro et son machin, et globalement c'est de la gestion de base de données, parce que quand quelqu'un veut savoir à qui correspond le numéro, il faut passer par le juge. Et les impôts n'ont pas accès au juge. Enfin, je veux dire, les impôts ne peuvent pas court-circuiter en disant... Ils sont obligés de demander au juge. Et en fait, là, c'est une solution organisationnelle. On dit, bah non, mais ça repose, le tiers de confiance, c'est l'État, c'est l'ordre juridique. Et après, il faut une démocratie, quoi. Il faut une vraie démocratie. Et il n'y en a pas Bézève dans le monde, en fait, des démocraties poussées jusqu'à ce bout-là. Après on a des présidents qui se font appeler Jean-Paul Bismuth, et c'est compliqué d'avoir des... en fait ça me fait penser à cette fameuse, il y avait il y a quelques années ces fameux projets de gestion des territoires, de la propriété privée par la blockchain. Et j'étais dans une conférence c'était sur l'Afrique, comment faire ça, parce que tout ce qui est carte de propriété privée, c'est complètement en vrac. Et j'avais dit la chose suivante, c'est simple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous imaginez que ça marche, que votre parcelle est enregistrée sur la blockchain, que c'est à vous, etc. Il y a des pirates du désert qui arrivent, surarmés, tout ça, et vous sortez votre téléphone en disant non, ça c'est à moi. En fait, tout ça, c'est à la fin, ça présuppose quand même un État, une police, une justice, qui fasse un ordre respecter. social. La blockchain se fait pas respecter toute seule. Une technologie, c'est pas respecté toute seule. Donc, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Les certificats d'invincibilité au bal, ça marche pas, quoi. Non, tu arrêtes. Dans le métaverse, peut-être, hein, mais tu arrêtes. Mais oui. On n'est quand même pas sorti. En fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de solution technologique absolue à un bon système démocratique. Versus qu'on puisse opposer à un bon système démocratique, quoi. Je dirais même au-delà du bon système démocratique, je pense qu'un système tout court, parce social. qu'après, toi, dans une entreprise, c'est pas une démocratie, et ça peut tourner aussi. Un bon système, en fait, où il y a une acceptation, en fait, de l'autorité, tout simplement. Un système légitime, en fait. Légitime, exact. Légitime. C'est-à-dire qu'on peut faire un truc très dictatorial. On comme le voit l'armée, ici, hein. l'armée, on ne demande pas ton avis. Exactement, mais c'est légitime. Les gens rentrent de sang, ils connaissent le jeu, et puis ils sont pratiques aussi. Ils servent beaucoup. Quand on est en guerre, on comprend vite qu'en fait, finalement, c'était pas. T'as le droit de donner ton avis là ou là, mais en dehors de ça, tu acceptes. Donc voilà. Après, il y a des règles, etc. Donc on voit bien même aujourd'hui, il y a la démocratie, mais les gens, ils comprennent pas. Ils ont l'impression que toutes les décisions deviennent de moins en moins légitimité. Donc aujourd'hui, il y a une vraie crise de légitimité par rapport à un système qui est démocratique, de fait.
49.3, par exemple, si on parle de 49.3, c'est un alinéa de la Constitution. Est-ce que c'est légal? Donc, oui. Est-ce que c'est légitime? Bon, voilà. Donc je pense que moi je vois plutôt dans l'idée de légitimité en fait de la technologie et des systèmes d'organisation plutôt que d'un système en particulier ou d'un protocole particulier, quoi. Donc en fait, on peut résoudre le problème de l'identité numérique en disant globalement, à un moment, il va falloir mettre la technologie au service de l'administration, quoi. Enfin, en lien avec l'administration. Voilà. Alors, faut faire gaffe parce qu'il ne faut pas transformer du coup ton identité légale, c'est ce que veulent faire les États. J'ai parlé des GAFAM qui utilisent du coup ton Facebook Connect, Google Connect pour te connecter à tout, donc ils savent à tout ce que tu fais, etc. L'État voudrait faire la même chose, c'est connecte-toi à un site. C'est pour ça que je parlais de la Suisse et du secret bancaire. C'est pour ça que je parlais du secret bancaire en Suisse. Et les banques, pareil, ouais, exactement. Parce qu'en fait, il faut quand même que l'État, d'ailleurs, l'État est toujours, ça doit être tenu en laisse en fait. En fait, c'est la légitimité de l'État. Encore une fois, si l'État a envie d'en savoir plus, toujours plus sur toi, c'est qu'il a un problème de légitimité. C'est pas mal. C'est ça. Que les gens, c'est un symptôme. C'est une solution à un symptôme, une mauvaise solution à un symptôme. Normalement. Mais c'est vrai que dans les pays qui vont bien, on se sent normalement, un État ou une société avec un système légitime n'aurait pas à avoir une police qui passe son temps à savoir ce que font les citoyens s'ils le font bien. Là, on se dit, il y a un truc qui va pas. Les gens n'ont plus confiance en eux, ils font plus confiance en l'État fait plus confiance à son propre peuple. Il y a un problème, et c'est pas en durcissant les règles, en traçant tout qu'on va régler le problème. Ça va être pire en fait à la fin. À la fin, il faudrait que l'État s'interroge en disant quelle stratégie je fais pour que j'ai plus besoin de regarder tout le temps sur Facebook si le mec il a bien payé ses impôts parce qu'il a construit sa piscine, quoi. Là, tu te dis que s'il y a Internet maintenant. Donc voilà. Ce que j'explique souvent, le problème d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et en fait, c'est un problème. Quand tu rentres dans un pays où il y a des frontières, on contrôle que tu es bien la bonne personne, etc. On présuppose du coup à l'intérieur que tu es légitime. Donc on ne va plus te poser la question, on ne va pas demander ta carte d'identité ou quoi que ce soit. Tu es passé à travers, c'est que c'est bon. Dans un monde où il n'y a pas de frontières, il y a n'importe qui te trouve n'importe où, en fait, tu ne sais pas. Et donc la présomption s'inverse, c'est qu'en fait par défaut c'est peut-être un ennemi ou peut-être quelqu'un machin, donc tu es obligé de présenter un document ou alors de tracer, et c'est ce qu'on fait, c'est que maintenant on trace de plus en plus comme ça, ça évite enfin voilà, on se sent plus légitime ou plus rassuré, et Internet on va pas échapper à être tracé. Le tout, c'est de savoir est-ce que je garde quand même, je trace moi-même toutes mes relations. Donc du coup, j'ai mon petit annuaire et du coup, j'ai une certaine traçabilité de connaissances. Ou est-ce qu'on centralise ça au niveau d'une entreprise, d'une banque, d'un État, d'un tiers. Et je pense que comme on ne va pas échapper à la traçabilité, il faut essayer de faire ça intelligemment, où on est capable chacun de pouvoir tracer un petit peu les autres. Quelque part, c'est ça, hein, tu as l'ensemble des clés, tu traces les autres. Mais si c'est toi qui gères ça, il y a des moyens que du coup on ne détourne pas ces maillages de traçabilité au compte de quelqu'un qui serait capable de relier tout ça en fait. Et oui, donc en fait la solution à l'identité n'est peut-être pas forcément numérique. Ah oui, c'est le dernier chapitre de mon bouquin. Ah bah vas-y, dis-nous. Et en fait, dans mon bouquin, j'ai fait, ça s'appelle Crypto-monnaie nouvelle guerre, que j'ai publié il y a 2 ans. Je n'ai pas fait beaucoup de pub, mais parce que voilà. Ça explique pas une énième fois comment ça marche Bitcoin, etc. C'est plutôt comment j'ai vécu les choses et puis comment je vois les choses. Comme je suis un catho, j'essaie de voir la théorie libertaire de type qui veulent tout casser. Ça fait un peu bip quoi dans le cerveau. Donc comment est-ce que j'appréhende ça? Et en fait, j'ai un dernier chapitre justement sur l'identité numérique. Et en fait, j'explique qu'en fait, on est un petit peu dans l'enfance, dans le numérique. On n'est pas encore très responsable, etc. Et qu'à un moment, il faut se détacher en fait de tout cet univers pour être capable d'avoir une attitude un peu responsable et adulte. En fait, c'est la parole terrible de Gilles, Gilles Gansman. J'avais déjeuné avec lui, qui est journaliste sur Sud Radio. Et je lui parle de mon projet. Je lui parle de l'identité numérique, indépendance et tout ça.
Et puis alors, je sais pas si tu connais, mais alors il est assez terrible. Hein. Il me dit, mais tu comprends rien, François-Xavier. Mais j'aime bien être tracé. Là, dans Internet, ça me donne l'impression qu'on pense à moi. Franchement, je m'ennuie. Et c'est vrai, ça. Quand tu es indépendant et tout ça, il y a un sentiment d'ennui. Tu vois, t'es pas pris dans des colères, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'action sur toi de ce côté-là. Donc il me dit, je m'ennuie. Tu comprends pas, mais personne ne va vouloir ton système parce qu'on le veut pas. On aime bien être tracé, on aime bien qu'on pense à moi s'il y a un produit qui arrive alors que je le voulais. C'est vraiment bien, en fait. Et c'est ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, on n'a pas envie de sortir de notre prison. Donc il faut réfléchir un petit peu comment la technologie, plutôt que la proposer et dire c'est votre liberté, les gens ils sont pas pour ça en fait. Donc si on leur dit ça va vous simplifier la vie, si on leur dit que ça va vous, pour l'entreprise, ça va vous sécuriser, simplifier la vie, ça peut être. Mais leur dire vous êtes libre, les gens en fait ils le veulent pas, ils font des manifs dans les rues et tout ça, mais en fait ils sont contents avec le chômage, avec le truc, les machins, et il y a un prix à payer pour ça. Donc voilà. François-Xavier, merci beaucoup. Merci Richard sur ces bonnes paroles. Ouais, c'est vachement intéressant, je trouve, d'arriver à expliquer que personne comprend pourquoi la privacy, les gens s'en fichent. Ouais. Mais parce que globalement, au-delà des conséquences globales que ça peut avoir, à l'échelle individuelle, eh ben, on a de bonnes ou de mauvaises raisons, mais des raisons solides de ne pas y accorder trop d'importance. Ah ouais, carrément, en fait. Ouais. C'est trop bien, c'est un peu c'est comme la dette, quoi. C'est une drogue et on est tous contre, hein, on est bien d'accord, hein, mais 2 minutes de plus, quoi. Encore, pas cette fois-ci. Merci beaucoup, François-Xavier. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Richard.